foule, le collectif, a tendance à tomber dans les pièges. Tomber dans les pièges, les deux pieds joints, quoi. Il suffit pas juste d'avoir un représentant intelligence collective. Il faut une culture intelligence collective. Dans la science, il y a un côté assez hermétique. Il y a un truc un peu en vase clos où on fait des découvertes et en fait c'est juste dans notre petite bulle là. Mais je me suis dit, j'aimerais bien faire sortir ça du labo pour montrer au monde entier les trucs cool qu'on fait au labo. Il y a toujours dans les dessins animés un personnage qui a des inventions incroyables, qui ouvre son manteau puis il y a un gant de boxe qui sort. Ça c'est toujours mes personnages un peu préférés. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solveo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solveo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solveo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Mehdi Moussaïd, bonjour. Quel plaisir et quel honneur de te recevoir aujourd'hui pour ce hors-série de Route. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Tu as deux métiers qu'on n'aurait pas cru compatibles il y a ne serait-ce que 10 ans, comme un peu un cuisinier ninja ou un tennisman astronaute. Tu es chercheur, youtubeur. Vulgarisateur scientifique, certes, mais tu as une spécialité toute particulière, l'étude du comportement des foules. Tu es une sorte de Étienne Klein de l'intelligence collective, mais avec une coiffure rock'n'roll en plus. Alors aujourd'hui, non, tu l'as pas faite, mais sur ta chaîne, on la voit. Ta chaîne, justement, a plus de 20 millions de vues, 530 000 abonnés et seulement 38 vidéos. La rareté n'exclut donc pas la qualité. Tu y parles de paradoxes comme la bêtise de la foule et la puissance de l'intelligence collective. Tu vulgarises avec passion, tomates cerises et programmes informatiques tout ce qui touche aux foules, les mécanismes de propagation des rumeurs, comment battre Kasparov aux échecs ou le fonctionnement des réseaux sociaux. Tu as suivi une formation d'ingénieur en informatique à l'école polytechnique universitaire de Nantes. Tu soutiens ta thèse en éthologie en 2010 pour laquelle tu reçois un prix, je crois, et tu entres à l'Institut Max Planck à Berlin. Tu as aussi écrit 2 livres, le premier en 2018, Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, et le mois dernier, A-t-on besoin d'un chef, ton deuxième livre dont on va parler dans un instant. Alors, comment peut-on mener de front autant de carrières dans des domaines aussi pointus? Où trouver le temps d'écrire, de chercher, de trouver toutes ces vidéos? Comment peut-on être ingénieur en informatique et vulgarisateur de domaines réputés incompatibles? Mehdi, bienvenue dans Route. Bonjour, merci pour l'intro, elle est super. Ça résume bien ton parcours. On a oublié des choses, j'imagine, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses à dire dont on va parler. Non, ça résume très bien et puis c'est très bien dit en plus, donc j'ai beaucoup aimé. On commence sympa avec des choses autour de la fierté. On te caresse dans le sens du poil avant d'aller chercher les patates chaudes. Okay. Et du coup, si on peut ouvrir là-dessus avec le recul de tout ce dont tu as parlé, quelle est ta fierté particulière? Qu'est-ce qui te rend content aujourd'hui de ce que tu as réalisé? J'aime beaucoup la chaîne YouTube et le côté vulgarisateur en général, mais j'aime bien. En plus, la chaîne YouTube, elle a un côté très populaire dans le sens où c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ça génère pas vraiment de revenus, juste de quoi se maintenir. Et puis, par contre, ça donne quoi. En fait, c'est un projet qui est juste généreux, dans le sens où je donne des choses aux gens, et puis après, je croise les gens dans la rue, et puis ils me disent merci. Et je trouve ça super. C'est peut-être aussi un moyen de te faire contacter pour organiser des conférences. Il y a quand même de la valeur dans cette chaîne YouTube. Ouais, il y a de la valeur, mais elle n'est pas directe. Il y a de la valeur indirecte. Alors, il y a pas mal de youtubeurs qui essaient de générer de la valeur directement depuis leur chaîne YouTube. Donc, ça peut passer par différentes façons. Il peut y avoir les publicités, tu sais, les publicités qu'il y a au début qu'on peut skipper là. Et puis en fait, quand on configure sa chaîne YouTube, on peut choisir à quelle fréquence on veut les mettre. On peut en mettre une toutes les 30 secondes si on veut. Ça crée un visionnage complètement horrible, mais on peut le faire si on veut. Ou bien on peut en mettre juste au début, ou bien on peut en mettre pas du tout. Mais c'est très réduit comme revenu en fait. On va pas vivre de ça. Hein. C'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Et du coup, je m'en passe parce que je trouve que ça gâche un petit peu le spectacle, la vidéo. Pour passer une dédicace, c'est cette chaîne qui fait des vidéos pour s'endormir que j'ai testé avec mes enfants, qui met des pubs au milieu. C'est vraiment génial. Du coup, le revenu étant faible et puis ça gâche tout, donc je le fais pas, je m'en passe. Et d'autre part, on peut aussi générer des revenus avec des placements de produits.
Alors, c'est beaucoup plus lucratif, donc il y a pas mal de gens qui le font, mais ça gâche quand même pas mal aussi le visionnage. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, on parle, je sais pas moi, d'un modèle mathématique ou d'un phénomène qui s'est produit, mais avant de vous montrer la suite, je veux vous parler de... Et là, on fait un petit placement de produit. Je trouve que ça gâche pas mal aussi la vidéo, étant donné que j'ai moi un salaire par ailleurs, j'ai pas besoin d'en tirer de revenus, donc je le fais pas non plus. Mais c'est possible. En revanche, effectivement, comme tu disais, il y a une source très indirecte, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ça crée des opportunités en fait. Il y a des gens qui vont voir les vidéos et puis qui sont dans un contexte, un cadre professionnel qui peut être compatible avec ce que je raconte. Et bien donc ils vont me contacter, par exemple pour donner une conférence, ou bien pour organiser une formation, ou bien pour plein d'autres choses. Donc, mais c'est toujours un petit peu des surprises. Donc effectivement, il peut y avoir ça, c'est assez indirect, mais ça sert à ça aussi. C'est une sorte de vitrine. Et outre les conférences, est-ce que ça a aussi un retour sur investissement dans ton rôle de chercheur? Est-ce que tu as plus de contacts, plus de facilité? On l'a vu, à créer des expériences sur ta chaîne YouTube avec des followers. Ouais. Est-ce que ça a des vertus aussi pour le chercheur? Oui, ça en a plusieurs. D'abord en termes de réseau et de carnet de contact en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a plus de chercheurs qui vont savoir ce que je suis en train de faire et donc qui vont me contacter. J'ai en gros un choix luxueux d'étudiants à recruter par exemple. Donc avant la chaîne YouTube, j'allais mettre une petite annonce et puis on recevait quelques demandes et puis on sélectionnait parmi les demandes. Là, j'ai une sorte de boîte mail qui est remplie de candidatures spontanées et c'est un peu luxueux, quoi. C'est vraiment si je peux prendre l'étudiant que je veux et puis c'est parti. Donc ça, c'est chouette. Et la deuxième opportunité que ça crée, c'est pour organiser des expériences. Celle-là, je l'ai pas perçue tout de suite. Il m'a fallu un petit peu de temps pour faire tilt. Mais effectivement, nous, je travaille sur le collectif, sur la foule, et donc on organise des expériences sur le collectif La Foule. Et c'est toujours un peu galère de recruter des participants pour ces expériences. Donc c'est des gens qu'on va faire venir au labo, il faut les payer, ça coûte cher, il faut avoir un budget. Et c'est difficile d'en avoir plusieurs en même temps, donc on peut faire des expériences à 5, à 10, exceptionnellement on fait des expériences à 100 personnes, mais là il faut pas mal de logistique, ça se prépare un an en avance, il faut préparer un endroit, etc. Et sur YouTube finalement il y a 500 000 personnes qui m'écoutent, et sur les 500 000 il y en a bien un petit pourcent ou quelques pourcents qui seraient partants pour participer à une expérience en ligne. Et donc c'est ce que j'ai fait par exemple pour l'expérience des échecs que tu as mentionné tout à l'heure, comment battre Kasparov, où c'était un vieux projet en plus où on voulait savoir si un collectif pouvait jouer efficacement aux échecs. Donc en choisissant chaque coup collectivement, en votant par exemple ou en discutant. C'était un vieux projet, mais on n'a pas conduit parce que ça demandait beaucoup trop de monde. En faisant une petite étude de projet à l'avance, on a vu qu'il fallait 25 000 participants. Parce qu'en fait, il faut faire des groupes et puis il faut les répéter, parce que la science, c'est quelque chose qu'on répète, une seule observation suffit pas. Et en plus, il faut diversifier les niveaux des adversaires, etc. Donc c'est hyper compliqué. 25 000 participants, on a fait une croix dessus. Et c'est seulement quelques années plus tard, avec la chaîne YouTube, que je me suis dit, tiens, mais peut-être que mes 25 000, je peux les avoir parmi ma communauté. Et donc là, j'ai fait une annonce. Et les gens sont portés volontaires, on a fait l'expérience tous ensemble et ça a créé un joli projet scientifique. Donc voilà, il y a aussi cette seconde opportunité-là. Tu peux donner un peu les conclusions? Qu'est-ce qui s'est passé de cette enquête pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode? Peut-être sans spoiler, alors si tu veux donner envie d'aller le regarder. Non, c'est de la science, c'est pas grave, c'est connaissance publique. Mais vous pouvez quand même aller voir l'épisode parce qu'il y aura d'autres infos et ce sera plus sympa. Le collectif, donc on forme des groupes de 100 personnes qui sont des joueurs d'échecs comme toi et moi, j'imagine, c'est-à-dire des gens qui connaissent les règles et puis qui pensent avoir une bonne stratégie, mais en fait, on est tous un peu nuls, un peu moyens, quoi. Et en fait, quand on les fait jouer ensemble avec un simple vote, on se rend compte que leur niveau de jeu collectif va être super. Ils vont pas être imbattables, hein, mais leur niveau de jeu collectif va être supérieur au niveau de jeu de tous les membres du groupe pris individuellement. C'est-à-dire que collectivement, ils jouent mieux que n'importe lequel d'entre eux pris séparément, d'accord? Donc même le meilleur du groupe serait battu par l'ensemble du groupe. Et donc là, on étudie un peu le mécanisme qu'il y a derrière. Il y a quand même des points, des inconvénients, en particulier dans les pièges. Ça, c'est un truc vraiment classique, mais la foule, le collectif, a tendance à tomber dans les pièges. Même tomber dans les pièges, les deux pieds joints, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un piège et qu'on fait voter des gens, la majorité, en général, elle va tomber dedans parce que ceux qui ont perçu le piège et qui peuvent l'éviter, ils sont pas très nombreux et donc, en général, ils tombent dans le piège. Ce qui fait qu'en fait, le collectif, quand il joue aux échecs, il fait pas d'erreurs. Les petites erreurs, là, les petites boulettes qu'on fait individuellement, celles-là, on les a pas parce qu'elles sont effacées par le grand nombre. En revanche, quand il y a une situation un petit peu piégeuse, un peu attirante, là, tout le monde va y aller. Ce qui fait que le collectif joue bien aux échecs, mais pas non plus au point de battre Magnus Carlsen.
C'est passionnant parce que des années plus tard, donc il y a quelques mois, tu as reproduit une V2, un peu de cette expérience avec Qui veut gagner des millions à la place des échecs. Ouais, c'est un peu différent. C'est pas vraiment une V2, hein, c'est un thème différent parce que la nature du problème que le collectif doit résoudre est différente. Donc dans un jeu d'échecs, c'est un problème de type stratégique, tactique et stratégique. Il faut une vision à long terme. Il faut faire un mouvement, enfin, prendre une décision en anticipant les décisions suivantes, etc. C'est plus complexe quand même. Mais on étudie plein de types de problèmes différents et à chaque fois on regarde comment le collectif va se débrouiller. Et parmi ces différents types de problèmes, il y en a un qui est assez relativement simple, ce sont les problèmes dits d'agrégation de connaissances. C'est un mot compliqué pour juste dire des questions de culture générale. Voilà. Donc en fait, on a une question de culture générale et puis on va demander à un grand nombre de gens, est-ce que vous pouvez essayer collectivement de répondre à des questions de plus en plus difficiles et on va voir si vous allez arriver au bout, un peu comme dans Qui veut gagner des millions. On aime bien gamifier un petit peu, je sais que ça vous parle, on aime bien gamifier un petit peu nos expériences pour que les participants soient engagés dans la participation. Et là, pour le coup, le simple vote, ça marche pas du tout. Hein. C'est-à-dire que en fait, pour les questions faciles, on peut à nouveau, comme pour les échecs, avoir une sorte de dilution des erreurs d'inattention. Mais typiquement, dès qu'on tombe sur une question un peu piégeuse avec une option qui donne vraiment envie, même si elle est fausse, bah directement le collectif va tomber dedans. Si on le fait au labo, hein, c'est pas juste un jeu, on le fait au labo, on fait des quiz capitales par exemple. Les capitales c'est souvent très piégeux et ça marche pas du tout. Hein. La majorité pense que, et probablement ça va être votre cas, que Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire ou que Johannesburg est la capitale de l'Afrique du Sud ou que je sais pas, Istanbul est la capitale de la Turquie, etc., etc. Et en fait, tout ça ce sont des faux amis et donc le vote ne marche pas du tout. Pour ce vote. Voilà, le vote a ce défaut. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que nous, avec Pedro, on a beaucoup travaillé sur comment fabriquer l'entreprise parfaite, ou en tout cas un peu moins imparfaite, que ce soit des petits objets de 5 employés à des gros objets de 400 000 employés. Et donc, cette logique de dynamique sociale pour prendre des décisions en groupe, d'interdépendance entre les individus, c'est le centre de ce qu'est une entreprise globalement. Et donc, on s'est beaucoup posé ces questions-là. Et effectivement, tu as des exercices. Par exemple, on a l'habitude de faire un jeu qui s'appelle le jeu de la Lune, où on simule que les gens sont perdus sur la Lune avec une quinzaine d'objets à prioriser pour survivre et pour voyager. Et effectivement, dans ce jeu-là, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a compris un piège, mais par contre, c'est pas un vote. Donc, il va falloir qu'ils se convainquent. Comment est-ce que je peux montrer à un groupe, quand je suis seul contre 8, que je sais qu'une allumette, ça s'allume pas parce qu'il n'y a pas d'oxygène sur la Lune. Exact. Et donc, effectivement, le vote va peut-être pas marcher, mais peut-être que s'ils pouvaient négocier. Alors, à 25 000, je ne sais pas comment ils pourraient négocier. Alors, sur Qui veut gagner des millions, ils sont pas 25 000, ils sont que 100. Et effectivement, quand je dis le vote, je fais une simplification parce qu'il y a vote, en vrai, c'est même pas un mot scientifique. Il y a tellement, c'est une catégorie de façon de décider, mais il y a tellement de variantes que c'est pas un bon mot. C'est vraiment l'option la plus populaire, quoi. Donc, les gens ne discutent pas entre eux. Ils sont indépendants et on vont juste prendre une décision individuelle et on prend la décision la plus populaire, on la considère comme la décision collective. Ça, c'est juste une variable. Et celle-là, elle marche pas. Quand tu fais ça, tu tombes dans les pièges. C'est super intéressant pour... pardon, Philippe. Ouais, vas-y. C'est super intéressant pour tous ceux qui nous écoutent et qui essayent de monter des entreprises, de se dire comment je peux créer une dynamique de groupe. Il y a souvent ce risque de, si je fais quelque chose de très collectif, je vais avoir le consensus mou, comme tu disais. Est-ce que le fait de savoir que le meilleur joueur d'échecs est quand même sublimé par le groupe dans lequel il travaille et pas ramené à la moyenne, c'est super intéressant. Ouais. Et voilà. Et donc, il y a d'autres façons de voter, et en particulier avec des échanges sociaux, ou bien voter en indiquant un degré de confiance, ou bien voter en faisant ceci, cela. Et ces différentes façons, il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais ça dépend de la nature du problème. En fonction du problème, on va avoir une méthode qui marche mieux. Nous, ce qu'on a constaté qui est assez universel, et toi tu dis que ça dépend beaucoup de la nature du problème, donc je serais passionné d'avoir ton avis, c'est que dans les jeux d'intelligence collective qu'on utilise en gouvernance d'entreprise ou pour la délégation notamment, il y a un jeu qui est très connu du management 3.0 qui s'appelle le Delegation Game, et dans ce cas-là, la meilleure méthode qui a été trouvée par la communauté, parce qu'il y a une grande communauté de gens du management 3.0 qui échangent, partagent et s'entraident, c'est de faire des votes pour le niveau de délégation, parce qu'il y a 7 niveaux de délégation, et donc en fonction des sujets, on choisit quel est le niveau de délégation, et on se contente pas de voter, on prend les deux personnes qui ont mis le plus gros écart, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup déléguer ou pas beaucoup déléguer, et on les fait discuter. Et après les avoir fait discuter les deux extrêmes, c'est là qu'on vote. Et là, on voit que c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Et toi, tu dis que c'est pas universel, ça. Tu dis que ça dépend de la nature du problème. Ça en fait, c'est vraiment, ça fait partie c'est la principal exercice qu'on fait au labo quand on pense à intelligence collective, c'est qu'on doit construire une méthode qui est
qui rentre bien dans les caractéristiques du problème qu'on essaie de résoudre. Et en fait, si elle rentre pas bien, on peut pas utiliser toujours la même méthode. Si elle rentre pas bien, ça va pas marcher. Et ce que tu viens de décrire, c'est une méthode qu'on aurait pu inventer. Celle-là, je la connais pas en l'occurrence, mais c'est une méthode qu'on aurait pu inventer. Donc c'est vraiment une façon d'organiser ce groupe pour que ça fonctionne bien. Et on se rend compte assez vite que, quand on a trouvé une qui fonctionne bien, si tu essaies de l'appliquer sur un autre problème, des fois, elle va plus marcher. Pourquoi ? Parce que cet autre problème, il a des critères, il fait appel à des compétences cognitives qui sont un peu différentes, et donc ça s'emboîte plus. Et donc voilà, la discussion, c'est un sujet qui est très très vaste également. Organiser des débats, c'est des choses qui peuvent marcher ou qui peuvent ne pas marcher à nouveau. Et ça va dépendre de la composition du groupe, de la nature du problème, etc. Il y a beaucoup de débats qui sont pas fonctionnels, qui marchent pas très bien. Les gens ne savent généralement pas très bien parler en groupe. Il y a énormément de biais qui vont venir se glisser dans la conversation. Il y a des gens qui parlent trop, il y a des gens qui parlent trop fort. Il y a le fait de lancer un sujet en premier va avoir une influence sur la décision finale du groupe. Il y a des effets d'autorité, s'il y a différents degrés hiérarchiques dans le groupe. Il y a des effets de diffusion de la responsabilité quand la décision est trop importante. En général, personne veut se mouiller et on se retrouve avec le consensus mou dont tu parlais, etc., etc. Donc la discussion, ça peut être complexe. Si je fais appel à toi pour rendre mon entreprise la plus collective, la plus intelligente, la plus fonctionnelle, tu vas pas pouvoir me donner un modèle. On va devoir prendre chaque pilier de l'entreprise, chaque type de prise de décision, et on devra créer un modèle pour chacune de ces sous-parties. C'est ça. Je vais commencer par dire, mais en fait, qu'est-ce que vous essayez de faire ? Parce que la question, alors comment on fait pour être intelligent collectivement ? Et comme si j'allais répondre en 10 minutes. Mais non, en fait, qu'est-ce que vous essayez de faire déjà ? Et après, on va voir comment vous devriez vous organiser, quoi. Hyper intéressant. Et comment es-tu arrivé à ça ? D'où vient cette envie de s'intéresser à l'intelligence ou la stupidité des foules et à la société en général ? Merci, bonne question. J'ai commencé en étudiant les déplacements des foules. Donc c'était mon sujet de doctorat, de master avant, et j'étais sur cette ligne pendant mes premières années de chercheur. Donc j'étudiais les gens qui se déplacent dans la rue, dans les stades, dans les salles de concert, pendant les pèlerinages religieux, etc. Je pense qu'on t'a pas dit ça souvent, mais c'est un point commun que nous avons. Pourquoi donc ? Mon master, c'était sur la modélisation 3D du déplacement des foules dans un stade. Et pour cela, j'ai donc besoin de comprendre comment elles se déplaçaient. Donc j'ai peut-être lu des documents que tu as lus aussi, ou les tiens. Alors, je me souviens plus trop, j'avais un peu plus de cheveux. J'ai ravi de l'apprendre. Tu peux répondre aux questions à ma place alors. Je ne suis qu'un simple padawan. Ok. Et donc sur les déplacements des foules, il y avait un truc qui était assez fascinant, c'est que une foule par définition, c'est décentralisé. Tu vois, il y a pas de chef dans la rue quand les gens marchent, etc. Tu observes le truc, il y a personne qui dirige la foule, qui décide par où on va aller, etc. C'est vraiment complètement décentralisé. Donc c'est un super exemple de collectif. Et en fait, ce qui m'a fasciné, c'est que des fois, ce collectif, il va prendre des formes qu'on pourrait qualifier d'intelligentes. Par exemple, si il y a des gens qui se déplacent dans une rue dans deux sens opposés, si c'était juste des petits objets inanimés, ça ferait des gros bouchons en fait. Tu sais, dans un tuyau, là, t'envoies des cailloux dans un sens, des cailloux dans l'autre sens, ils se cognent au milieu, ça fait un gros bouchon et on n'en parle plus. Mais en fait, si tu fais ça avec des gens, tu vas voir qu'il y a une forme d'auto-organisation où les gens vont former une sorte d'autoroute. Tous ceux qui vont dans le même sens vont occuper la moitié de l'espace disponible et ceux qui vont dans l'autre sens, l'autre moitié. Et en fait, ça fluidifie le trafic. Si on avait voulu l'organiser de façon centralisée, on n'aurait pas fait mieux. Et là, sans centralisation, ça apparaît tout seul. Donc il y a une forme d'intelligence collective, un petit peu, on ne le qualifie pas vraiment comme ça, mais il y a une forme d'intelligence. Est-ce que ça apparaît, pardon, juste pour ce point-là qui m'intéresse, tu dis ça apparaît tout seul, mais on voit souvent du nudge dans les métros, avec des pas dans un sens et des pas dans l'autre, pour s'assurer que les gens, on leur donne un petit coup de pouce pour qu'ils marchent bien dans le bon sens. C'est bien que si on le faisait pas, ça créerait quand même des percussions chez les gens. Ah ouais, mais là tu vas vraiment dans le fond du sujet. Donc nous, mais c'est une très bonne remarque. Nous, on a même étudié ce phénomène en expérience. Donc en fait, on a créé un couloir expérimental qu'on contrôle vraiment. Et en fait, le couloir était circulaire parce qu'on voulait que ça tourne en permanence. Donc on a connecté les deux extrémités du couloir comme ça. On a mis des gens assez denses dans ce couloir en position aléatoire de départ aléatoire. Et puis la moitié devait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre moitié dans le sens opposé. Et en fait, on se rend compte que spontanément, on va avoir cette séparation des flux. Donc au début, c'est le bazar. Tu mesures le flux, ça marche pas, c'est lent, etc. Et puis après une vingtaine de secondes, hop, les flux se séparent, l'autoroute se met en place, et là d'un seul coup ça tourne. Ça c'est super, pas besoin de nudge. En revanche, ce qu'on observe dans notre expérience, c'est que régulièrement il y a
quelques individus, une petite minorité, tu vois, qui vont pas suivre le flux, qui vont se dire, en fait, les gens devant moi, ils vont trop doucement, donc je vais doubler. Ils sortent de leur flux, ils se retrouvent face à face avec le flux opposé. Le flux opposé est obligé de se scinder en deux pour laisser passer le petit gars. Il se scinde en deux, ça crée un énorme bazar. Et quand tu mesures l'efficacité du trafic, tu te rends compte que ça descend très bas. Okay, donc en fait, le phénomène auto-organisé, il apparaît systématiquement, mais il est fragile en fait, il est sensible à beaucoup de gens qui ne veulent pas vraiment respecter le truc. C'est pour ça que c'est utile de nudger le phénomène pour minimiser les gens qui vont faire ça. Voilà. Et merci pour la question, t'es allé bien au fond du sujet d'un seul coup, mais c'était exactement ça. Hyper intéressant, merci. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, pourquoi je suis arrivé là. Revenir à tes racines, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est quoi toi qui te motive là-dedans et qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens? Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence collective? Finalement, parce que tu vois, on voyait des exemples d'intelligence collective, on voit aussi des exemples de stupidité collective quand on regarde la foule qui se déplace. Il y a des formes il y a des accidents, des bousculades qui génèrent des morts, où les journalistes me disent souvent pourquoi la foule est si bête au point de s'entretuer. C'est pas vraiment une question de stupidité, c'est plus une question d'environnement, de contexte, de comment on a mis les gens ensemble, etc. Ok. On voit aussi des mouvements de panique, des fausses alarmes. Quand quelqu'un se met à courir en criant dans un certain contexte, en fait le voisin il va faire pareil même s'il sait pas ce qui se passe, et le voisin du voisin, etc. Et on se retrouve avec tout le monde qui crie, et là à nouveau ça a l'air complètement stupide, quoi. On se dit, c'est le réflexe de Panurge, j'en ai des moutons. Hein. Oui, d'ailleurs on étudie aussi beaucoup les troupeaux de moutons au labo, et plein d'autres systèmes animaux comme les bancs de poissons ou les vols d'oiseaux. Et donc il y a cette dualité entre l'auto-organisation, des fois ça donne des trucs intelligents, et des fois, ça donne des trucs pas intelligents. La question, c'est pourquoi. Voilà. Et du coup, en approfondissant cette question, j'ai quitté les foules qui se déplacent pour aller voir sur des foules qui pensent, en me disant, mais est-ce qu'on peut généraliser pour approfondir un petit peu ce sujet, voilà. Et donc maintenant, je suis un petit peu multifacette sur les différents types de foules, avec toujours cette question de qu'est-ce qui fait que parfois ça bascule d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est pourquoi tu as commencé à étudier ce sujet. Maintenant, c'est pourquoi est-ce que tu as un des rares, un des seuls, un des premiers, je ne sais pas exactement, qui a voulu le transmettre sur YouTube. Vous ne deviez pas être très nombreux dans ce domaine. Vous ne devriez pas être très nombreux à penser que ça allait passionner les foules. C'est quoi le déclencheur? En fait, il y a un côté, dans la science, il y a un côté assez hermétique. C'est-à-dire qu'on fait des découvertes et on les publie en utilisant le langage des scientifiques, qui est un langage un peu bizarre. Et d'autres scientifiques vont les lire et ils vont venir nous dire c'est super, viens on fait un autre projet ensemble, et eux ils vont le publier. Et puis en fait il y a un truc un peu en vase clos où on fait des découvertes, des trucs vraiment chouettes en plus, vraiment excitants, et en fait c'est juste dans notre petite bulle là. Et moi des fois je rentre à la maison ou bien je suis en soirée avec des amis et je peux pas résister, je dis je vais vous raconter ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'était vraiment cool, et je leur raconte et ils m'écoutent. Et en fait quand tu fais sortir ça du labo, tu as de l'attention. Les gens qui sont pas des chercheurs, les gens normaux, ils trouvent ça cool en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, alors je l'ai pas intellectualisé, hein, c'était un peu inconscient, mais je me suis dit, j'aimerais bien faire sortir ça du labo pour montrer au monde entier les trucs cool qu'on fait au labo. Et donc j'ai commencé à le faire par écrit, parce que je connaissais pas du tout YouTube. Donc j'avais un blog et j'écris un livre, et j'ai fait une chaîne YouTube pour promouvoir le livre. C'est pour ça que la chaîne YouTube s'appelle Fooloscopy. En fait, elle porte juste le nom du bouquin pour laquelle elle a été créée ponctuellement. Et après, le format vidéo m'a plu, et donc j'ai continué sur le format vidéo. Je note que tu as opposé chercheurs et gens normaux, donc je pense que tes collègues apprécieront. C'est bien. Je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Je pense qu'ils n'écoutent pas tous. Bizarre, on est des gens bizarres. Je te propose, on a une petite tradition ici. C'est la séquence bluff. Tu sais que Pedro était un très grand joueur de poker. Ah oui, j'ai entendu ça. Ouais. Ce qu'on te propose, c'est de penser à 2 anecdotes qui viennent de ton passé, comme ça permet de te découvrir, et une qui vient de ton imagination, une fausse. D'accord. Et de les raconter dans l'ordre que tu veux, sans nous dire laquelle est vraie et fausse. Et Pedro essaiera de lire dans tes pensées. Ok. Il y a une nouvelle règle, Nico, qu'il faut rajouter, c'est que la fausse ne peut pas être presque vraie. Sinon, c'est trop dur. Ça détecte, ça brouille son radar. Ouais. Ok. Il faut que la fausse soit très fausse et la vraie soit très vraie. Ok. Comme ça, là, d'un coup, vous me laissez le temps de réfléchir ou pas? Vas-y, tu as le temps de réfléchir. Voyons voir. Vous m'embêtez. C'est prévu.
Vous m'embêtez. Ça, c'est la vraie. Ça, je pense que c'est la vraie affirmation. Vous êtes gentil. Ça, c'est la fausse. C'était bien, hein? C'est sympa ce podcast. C'est sympa ce podcast. Attends, voir. Mes recherches m'ont conduit à faire un truc exceptionnel, dont je me rappellerai toujours. Est-ce que ce truc exceptionnel, c'était de me retrouver sur la pelouse du Stade de France, entouré des joueurs, ou bien de passer une nuit en prison? On va dire, redis-moi, pardon. Okay. J'étais pas prêt du tout. Mes recherches m'ont conduit à faire un truc exceptionnel dont je me rappellerai toute ma vie. Est-ce que ce truc exceptionnel, c'était de me retrouver sur la pelouse du Parc des Princes, entouré des joueurs, avec du public, donc le stade est plein, ou bien de passer une nuit en prison? Je pense que tu étais au Parc des Princes avec les joueurs. Je dois dévoiler la bonne réponse? Oui, maintenant tu peux. Désolé, tu t'es trompé. C'était l'autre. T'as vraiment passé une nuit en prison? Ouais, et j'ai jamais été sur le Parc des Princes, à la pelouse du Parc des Princes avec des joueurs. À cause de tes recherches? Oui, en fait, prison. Tu l'avais mérité? En fait, j'ai traversé la frontière en tant qu'étudiant pour aller en conférence sans mes papiers. Et c'était un train de nuit. Et je me suis fait arrêter à la douane, ils m'ont demandé mes papiers, ils ont cru que j'étais un clandestin, ils m'ont dit on va vérifier ça demain matin, mais pour cette nuit, vous restez avec nous. T'as pu faire la conférence? Non, j'ai pas fait la conférence. Non, j'ai pas fait la conférence parce qu'après j'ai dû aller justifier, j'ai dû aller récupérer mon passeport, les retrouver et j'étais en retard. Donc là, je t'imagine juste au poste, t'as le droit à un appel. Est-ce que j'appelle mes parents pour me sortir de là ou ma copine ou est-ce que j'appelle la conférence? Désolé, je peux pas venir pour cause de je suis prison. J'ai appelé la conférence, bien sûr. Eh oui, mais c'était l'erreur de base C'était il y a longtemps, hein, ça devait être début des années 2000, et puis tu passes la frontière sans papier, t'as pas le droit. Tu sais pas, t'es étudiant, tu pars juste avec ton ordinateur portable. T'as 22 ans, t'es bête, et jeune et naïf. C'est vrai que si c'était à refaire aujourd'hui, tu peux peut-être faire un duplex depuis la prison. Ah bah sans problème, je sors mon téléphone, je fais un selfie et ça donne des vues. Est-ce qu'il y a, quand on mène autant de carrières de front, des moments difficiles, un revers de la médaille, des doutes? Il y a un moment où j'étais débordé. Alors c'était pas vraiment un doute ni vraiment un moment difficile parce que c'était finalement la rançon du succès en quelque sorte. Mais il y a un moment où j'étais vraiment débordé. Il me fallait 30 heures par jour pour que je fasse tout. Là, j'en pouvais plus. C'était le moment où en fait je menais la carrière de youtubeur sur mon temps libre. Mon employeur, mon labo, savait pas du tout que je faisais ça à côté. Et donc je faisais ma journée de chercheur. J'avais mon petit garçon qui était né en plus. Je faisais ma journée de chercheur, ensuite journée de papa. Et le soir, quand tout le monde était couché, je faisais ma journée de youtubeur. Et assez vite, ça commençait à pas tenir, quoi. Je ne pouvais plus tenir ça. Alors j'ai essayé de le faire parce que je suis du genre bosseur, moi. Je suis là, avec des efforts, on arrive à tout, ce qui n'est pas vrai. Mais du coup, j'ai essayé de le faire quand même et je me suis rendu compte que ça marchait pas, j'étais épuisé, je dormais pas assez, etc. Et donc, en fait, c'est avec de la méthode qu'on arrive à tout. Ouais, c'est ça. Des efforts. Qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a changé dans ta sortie? Je pouvais pas vraiment faire les deux boulots l'un puis l'autre. Donc je devais faire un bout de l'un et un bout de l'autre. En fait, je suis allé voir mon chef et je lui ai tout dit. Et puis il est tombé des nues déjà en apprenant qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui me suivaient sur YouTube pour parler en plus des recherches qu'on faisait au labo. Donc il était ravi parce que c'était en Allemagne et donc la chaîne YouTube était en français, le public n'est pas le même et donc les gens en Allemagne n'étaient pas au courant. Et on a trouvé une solution. Il m'a dit que en fait c'était super parce que ça faisait la promotion du labo et que l'Institut Max Planck est finalement assez prestigieux. Ils
ils ont moins de regard sur la production scientifique et plus de regard sur leur image et leur réputation. Et donc, en fait, ça les arrangeait beaucoup qu'il y ait un émissaire public qui vienne parler des travaux qu'on fait, en particulier dans un autre pays, parce que ça permet en plus de viser l'international, etc. Et donc, ils m'ont permis d'être youtubeur sur mes heures de chercheur. Donc, j'ai commencé à alléger mes soirées, en fait, à reprendre mes soirées pour moi, en travaillant finalement les deux, mais dans une journée de 8 heures, donc en divisant mon temps comme je voulais. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Ça t'inquiétait, j'imagine, de lui en dire, ou tu t'es dit ça va bien se passer dès le début, ou tu dis ça va mal se passer? Je sais que, je répète ce que je disais, que l'Institut Max Planck est très pointilleux sur son image. Donc tu vois, c'est le luxe des instituts prestigieux. Ils ont des prix Nobel tous les 10 ans. Ils ont une production scientifique remarquable. C'est top 3 des instituts dans le monde, etc. Donc finalement, eux, ce qui leur importe, c'est l'image. Il faut absolument pas que ce soit écorné à droite à gauche. Et finalement, moi, j'étais un peu sur ce domaine. Donc j'avais un petit doute, tu vois. Je me disais, ils pourraient aussi m'arrêter en me disant on n'a pas le contrôle sur ce que tu fais, en particulier, en plus parce que c'est dans une autre langue. Pour nous, c'est important, donc t'arrêtes parce qu'il y a un risque de bad buzz, quelque chose comme ça. Si jamais tu dis une bêtise, ça va ruisseler sur l'image de l'Institut. Mais non, ils l'ont bien pris. Tu dis que tu as pu le faire sur le temps de chercheur. Ça veut dire quoi? Ça devient une opération où le laboratoire t'aide. Les gens de l'extérieur ont l'impression parfois que les influenceurs, c'est j'allume ma caméra et j'y vais, mais en fait, il y a du matos à acheter, il y a du montage, il y a du motion design, il y a de la préparation. Comment t'es passé, est-ce que tu es passé d'une opération solo, homme à tout faire, homme orchestre, à une équipe? Comment ça est-ce que le lab t'aide à ce moment-là? Non. La nature du contrat, c'est que je peux faire mes petites affaires de mon côté, et tout en touchant mon salaire habituel, même si je ne travaille pas pour eux directement pour mes recherches scientifiques. Donc ça, c'est juste la nature du deal en fait. C'est-à-dire, gère ton temps comme tu veux, tu peux faire ton petit truc à côté, et on va pas t'en tenir rigueur. C'est tout. Mais il n'y a pas de financement supplémentaire qui vient dessus, dans le sens où ils vont m'acheter du matériel, etc., etc. Alors ils pourraient me le prêter. Parfois ils m'en prêtaient un petit peu au début. Mais finalement, j'ai fini par tout acheter moi-même. En revanche, donc j'aime bien le côté home orchestre où je fais tout, je fais beaucoup ça encore. Je pourrais m'en passer dans le sens où je travaille pas mal aussi avec une société de production pour les gros projets, où là, d'un seul coup, il y a une équipe qui arrive avec un monteur, un cadreur, un ingénieur son, etc. C'est un peu plus lourd, et en général, le résultat est plus joli et c'est mieux fait. Mais dans le fond, moi, j'aime bien être juste tout seul dans ma chambre. J'aime bien écrire mon petit script, allumer la caméra. J'adore faire le montage, parce que quand je fais moi-même le montage, c'est hyper chronophage, mais quand je fais moi-même le montage, je récupère un certain contrôle sur le rythme de la vidéo, sur exactement à quel moment je vais mettre la petite musique qui va coller pile avec le moment où je donne le mot-clé, etc. Tu vois, je m'amuse à faire des trucs que personne ne remarque par ailleurs quand on regarde les vidéos, mais ça me fait plaisir de construire mon truc. Quand j'étais enfant, je faisais des maquettes de bateaux et puis j'allais mettre des petits détails à l'intérieur de la cale, un truc que personne ne voit, et j'adorais faire ça. Et ben j'ai un peu la même sensation quand je monte mes propres vidéos, c'est-à-dire que dans le fond, c'est plus pour moi. Tu sais, un peu le geek dans sa pièce qui fait son petit truc. Après, je le mets en public, mais dans le fond, j'ai plus apprécié de le faire que le partage qui a suivi. Ouais, ça me fait penser. Déjà, je sais pas si tu vois cette étude qui revient souvent sur les meubles Ikea. Les meubles Ikea qu'on a construits soi-même. Bon, peut-être qu'on a divorcé quand on est allé le faire, mais derrière, on l'a construit, on a survécu. Et donc, ça devient un trophée. Et c'est le meuble préféré largement, bien devant le meuble qui coûte le triple, qu'on a fini par s'acheter. Ouais. Donc, ça, c'est un peu intéressant. Et donc, ce que je comprends, c'est que tu as finalement plusieurs motivations. Tu as une motivation qui est transmettre, mais une autre qui est de créer, et tu aimes bien faire. Tu aimes bien toucher et créer. Ouais, j'aime bien faire, et c'est pour ça que les autres youtubeurs avec qui je discute, qui ont le même, disons, nombre d'abonnés, ils hallucinent que je fasse encore mon montage moi-même. Parce que un monteur pour une vidéo de 20 minutes, c'est pas un budget exceptionnel, quoi. C'est facile à trouver, ça se fait. Mais après, je suis moins content du résultat. J'aime bien quand je l'ai peaufiné. Est-ce que tu dis à Joy d'ailleurs qui va faire le montage? Si jamais tu as une question compliquée, tu as le droit à un joker. On te l'a pas dit en début d'émission parce qu'on peut pas te le donner physiquement, mais pense-le quand même, on sait jamais avec la question qui arrive. Est-ce que tu dirais que
c'est par amour du travail bien fait, comme tu es en train de clamer haut et fort, ou est-ce que c'est un peu ce que tu as sous-entendu tout à l'heure? Tu te considérais pas aussi un peu comme un contrôle freak qui aime bien perfectionniste et qui veut que tout soit bien fait et qui a du mal à donner sa confiance à un monteur? Ou pas du tout, c'est vraiment juste tu kiffes le faire vraiment intrinsèquement, ce montage et de rien déléguer dans ta chaîne YouTube? Alors, j'ai un peu le même comportement avec mes étudiants en doctorat, sauf que là, pour le coup, c'est littéralement impossible de faire moi-même. Mais très souvent, quand il y a un projet en cours et qu'il faut faire une analyse ou une petite simulation ou peu importe quoi, j'ai très envie de le faire moi-même. Sauf que là, ça prend pas quelques jours, là, ça va prendre des mois. Mais j'ai quand même très envie de le faire moi-même, et quand c'est l'étudiant qui l'a fait, toujours un peu déçu, donc il faut toujours que j'aille retourner en me disant, non, attends, tu pourrais peut-être le faire un peu mieux comme ça, et puis au bout d'un moment, je lâche l'affaire, je dis, bon, allez, c'est pas mal. Et dans ma tête, je me dis, j'aurais fait mieux, mais c'est pas mal, on valide, etc. Donc c'est un truc que je fais pas mal quand même. Et il est possible que ce soit aussi un peu comme ça à la maison. Où bah, je délègue, mais c'est vraiment parce que j'ai pas le temps, et quand je regarde, je me dis bon, allez, c'est pas mal. Allez, on prend. J'aurais fait mieux. C'est un peu un travail sur toi que tu dois faire pour accepter. Donc il y a un peu de ça aussi. Sachant que pour la vidéo, j'aime le faire, donc en plus, le montage, j'aime le faire, donc en plus, bah, ça me donne deux raisons. Mais des fois, même pour des tâches que j'aime pas trop faire, ben, je préfère les faire moi-même parce que c'est un peu mieux fait, donc je pense qu'on est plus du côté, comment t'as appelé ça? Contrôle freak? Freak, ouais. Ouais. Pour la suite de l'interview, on a besoin que tu retournes en enfance. Uh-huh. Et pour ça, on a un petit rituel. Nicolas, grand magicien émérite dans une ancienne vie à lui, il va te faire un tour de magie pour te ramener en enfance. Ok. J'espère. Ok. Alors, on va essayer de tester l'intelligence des foules. Logique. Aujourd'hui, on a une foule de 2 personnes et aussi j'ai 52 cartes ici. Tu vois, elles sont toutes différentes. Je les vois. Tu vas avoir du mal à me faire confiance, mais on va essayer. Je vais mélanger un petit peu et puis je vais te demander d'en choisir une. Pour ça, je vais regarder sur le côté parce que sinon je vais aller dans la caméra. Tu me dis stop quand tu veux ta carte. Stop. Ici ou encore? Non, ici c'est bien, vas-y. Ici c'est bien, tu la vois, tout le monde la voit, la caméra la voit bien? Oui. La caméra, on la voit bien. Et je la perds. Ok. Là, j'ai pas pu la regarder, mais on sait qu'elle est quelque part dedans. Et comme vous êtes 2 et qu'il y a un petit peu d'intelligence entre vous, je vais vous demander de donner un numéro de 1 à 52 pour essayer de la retrouver. Pedro, est-ce que tu peux commencer comme ça, on ne croit pas que tu triches? Et on prend la moyenne des deux, c'est ça? Et on va faire la moyenne des deux. Alors, la moyenne des foules à 2, c'est pas sûr que ça marche, mais on va essayer quand même. Un nombre de 1 à 52. 3. 3. Ok, mais dis un nombre de 1 à 52. 47. Ok, 3 et 47, 50. Divisé par 2, 25. On va distribuer 25 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Voilà. Alors là, si c'est ta... Bon, on voit pas très bien, mais si c'est ta carte ici, eh ben, ça veut dire que l'intelligence des foules aura marché pour la première fois. Qu'est-ce que c'est ta carte? Et il faut que tu nous la montres dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est ta... Il demande ta carte. Je veux faire le suspense. Qu'est-ce que c'est ta carte pour la première fois? Ok, c'était le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. Est-ce que ça a marché? Le 9 de carreau. Bon, l'intelligence des foules, ça marche pas toujours. On va faire autrement. Je vais faire comme ça avec l'intelligence du magicien. Ouais, l'intelligence du magicien. Bien joué. Bien joué. Est-ce que la magie déjà fait partie de ta vie? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis vraiment désolé. Je suis assez froid. Je suis assez froid comme personne, et si jamais tu me fais de la magie, je vais chercher le truc, et puis je vais pas me laisser emporter dans. Il faut juste pas comprendre et voir un peu ce qui se passe. Ça rejoint un peu le contrôle. Ouais, c'est ça. Ça me fait passer un peu pour un mec un peu, tu sais, hyper rigide là, pas drôle. Ouais, ou alors c'est que le magicien n'était pas agréable et que c'est évident qu'il y a, par supposition d'un spectacle de magie, il y a un défi à l'intelligence. Et en fait, on peut en sortir parce que quand on regarde du théâtre, on n'essaie pas de se dire tout le temps, ah, j'ai compris, c'est en fait, il a mis un costume. C'est évident que ce qui est intéressant, c'est l'histoire et c'est l'émotion. Et souvent dans la magie, l'émotion qui est représentée n'est pas intéressante et du coup, il ne reste que le défi. Et donc, voilà, pour en sortir, il faut un moment, créer un moment et
et avoir une vraie proposition artistique. Ça, mais du coup, l'idée, c'était de te ramener quand même en enfance pour revenir un petit peu sur tes racines. Okay. Quand tu étais enfant, est-ce que tu savais que tu serais chercheur? Est-ce que vulgariser t'intéressait déjà? Est-ce que tu étais monsieur je sais tout qui parlait à l'école et qui adorait raconter des trucs et expliquer des trucs? Qu'est-ce que tu voulais faire avant et comment tu as su que tu allais faire ça? Enfin, tu vois, à quel moment ça commence? Ok. J'ai pas choisi mon métier avant d'avoir reçu mon diplôme d'ingénieur en informatique. Ok. C'est-à-dire que je suis un élève OK+, genre tu sais 13 sur 20. Et quand t'es OK+, en sciences, tu vas au bout et puis après tu vas à l'université, puis tu vas en école d'ingé, et puis tu as ton diplôme. Et à aucun moment j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. C'est seulement quand je suis sorti du système scolaire finalement, après l'école d'ingénieur, que je me suis dit alors qu'est-ce que je vais faire comme boulot avec ça? Ben je dois être ingénieur informaticien, mais j'ai pas trop envie d'être ingénieur informaticien. Et le vrai moment où je me suis demandé ce que je voulais faire dans la vie, c'était là. Et là j'ai choisi chercheur et donc il m'a fallu un peu zigzaguer pour reprendre cette voie. Est-ce que quand j'étais enfant, je savais que je voulais être chercheur? À nouveau, je me suis jamais vraiment posé la question. À posteriori, mais c'est facile de raconter une histoire a posteriori, mais a posteriori, c'est vrai que dans Picsou Magazine, mon personnage préféré, c'était Géo trouve tout. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, je pense, ça. C'est un peu discriminant quand même. Non, j'adore Géo trouve tout, c'est super. Il y a toujours dans les dessins animés un personnage qui a des inventions incroyables, tu sais, qui ouvre son manteau, puis il y a un gant de boxe qui sort et il s'en sert pour taper parce qu'il vient d'inventer avec un ressort, là, tu sais. Ça, c'est toujours mes personnages un peu préférés. Donc, il y avait un côté un peu, j'aime bien faire ça. Est-ce que j'étais vulgarisateur, expliquer à tout le monde, donneur de leçons un petit peu? Alors, pas du tout. Moi, je suis un peu un homme bulle. J'adore m'enfermer dans des trucs que je construis. Je suis pas du tout en train d'expliquer aux gens. Donc, j'ai mentionné les maquettes tout à l'heure. Laisse tomber en milieu des années 90, quand les ordinateurs et Internet arrivent. Alors, je n'existe plus, mes parents comprennent pas en plus, donc je m'achète un ordi, ils me laissent dans ma chambre et j'ai des gros bouquins de Visual Basic et je recopie tout le code, caractère par caractère pour former des jeux qui bug bien sûr, parce que quand j'ai recopié, j'ai fait au moins 25 erreurs de frappe, donc il faut se retaper toutes les lignes pour tout refaire. Je fais ça dans le noir avec une petite lumière dans ma chambre d'adolescent. Je suis pas du tout la personne qui explique des trucs, je suis très dans ma bulle, ce qui est finalement un peu cohérent aussi avec la façon dont je travaille. J'aime bien construire des trucs, mais sans que les gens autour de moi viennent me parler. Et qu'est-ce qui a été déclencheur alors ce changement? Parce que t'es plus cette personne-là du tout maintenant. T'es plus cet adolescent qui est dans sa bulle. Tu te montres. Il y a une histoire d'ego qui doit rentrer en jeu à un moment donné. Je suis toujours la même personne. Je suis toujours la même personne. En fait, c'est juste qu'à la fin, je montre à tout le monde ce que j'ai fabriqué. Mais sinon, c'est exactement la même idée. Le chercheur ou le vulgarisateur, ils sont dans leur bulle en train de construire des trucs. Et à la fin, ils sont fiers. Et tu vois, je peaufine, par exemple, mes vidéos ou mes projets scientifiques, je les peaufine pour moi, plus que pour la critique. Je me peaufine pour moi. Et parce que j'y prends du plaisir, comme je faisais mes maquettes ou mon code adolescent. Sauf que quand j'étais ado, j'ai été fier et je regardais mon truc et j'en passais à un autre. Bah en fait là j'ai découvert qu'en plus on pouvait le montrer à tout le monde. Mais dans le fond tu vois c'est un peu le même principe. Le montrer à tout le monde d'ailleurs qui est chouette parce qu'après il y a un côté égo où on récupère tous les compliments derrière. C'était un peu ma question côté ego. Donc si je comprends bien, il y a quand même une démarche qui est très personnelle de je veux comprendre puis je veux transmettre je brille quand je montre. Quelle place au collectif à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu représentes tes projets, tu représentes l'Institut. Comment tu fonctionnes beaucoup en équipe quand même sur tes recherches? Comment ça se passe avec tes coéquipiers? Sur les recherches, c'est très collectif. Sur la vulgarisation, c'est très solo. La recherche, de toute façon, tu peux pas faire ça tout seul parce que un unique projet de recherche nécessite beaucoup trop de compétences différentes. Donc c'est juste impossible d'y aller tout seul. Par ailleurs, je suis plus au stade où je fais mes projets de recherche, où je conduis moi-même les projets de recherche. Ce sont des doctorants maintenant qui les font. Et moi, je suis l'encadrant des doctorants qui font les projets de recherche. Donc c'est plus léger aussi. Mais c'est clairement collectif. Il y a toujours un moment où on n'a pas les outils pour faire un truc ou bien on n'a pas la connaissance sur une question en particulier et où on va aller chercher un collègue physiquement au labo ou bien pas physiquement dans le monde entier pour qu'il nous aide. Donc c'est clairement un travail collectif, la science. La vulgarisation, c'est solo. J'imagine qu'en Allemagne, le fait que
tes collègues connaissent pas ton succès en France, ça doit être assez salvateur au niveau de l'ego et de garder les pieds sur terre. Mais en France, par contre, tu dois avoir... Enfin, c'est très facile de perdre les pédales. On en parle souvent avec les invités ici qui ont des parcours hors normes quand on a du succès. Comment tu gères ça sur la partie donc française, du coup, où tu dois être hyper sollicité. Les autres chercheurs, ils doivent te regarder un peu avec les yeux qui brillent. Tu l'as dit tout à l'heure, les étudiants, évidemment, encore plus. Et puis, dans ta vie de tous les jours. Voir tu as des détracteurs. Voilà, aussi. De jaloux. Comment tu gères tout ça et c'est quoi ton secret? Parce que tu as l'air d'avoir vachement les pieds sur terre, pas perdu les pédales. Et c'est quoi ton secret? Je ne sais pas quel est mon secret. Je me souviens parce qu'en fait tout ça a commencé. J'habitais en Allemagne. Maintenant j'habite en France depuis 1 an et demi. Mais quand tout ça a commencé, j'habitais en Allemagne et donc finalement le succès, c'était juste un chiffre écrit sur mon écran. C'était très virtuel. C'est juste des pixels. Et je l'ai vu la première fois après 1 an quand je suis revenu en vacances en France et que les gens, pas tant que ça, mais quelques personnes m'arrêtaient dans la rue pour me dire hey, c'est toi Fulloscopy, j'adore ce que tu fais, etc. Et c'était la première fois que je voyais ça. Et donc là maintenant je me suis habitué, mais effectivement je me souviens de ce moment où tiens c'est assez étonnant. C'est juste sympa. Le succès n'est pas suffisamment énorme pour que ça me gêne. C'est juste chouette. Je sais pas, ça me fait plaisir. Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de le gérer d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être que je le gère, mais avec ma personnalité, donc sans rien calculer ni intellectualiser, dans le sens où je prends pas la grosse tête ni rien. J'essaie de faire très attention à ce que je raconte, parce que je suis aussi conscient des risques que ça implique. Genre, si tu dis une bêtise ou fais une bêtise en public, par exemple, tout de suite, c'est ton image publique qui est touchée. Et après, c'est « Ah, Fulloscopy a fait ça, Fulloscopy a dit ça, etc. » Donc, je suis un peu plus cautionneux, disons, si le mot existe, dans la vie quotidienne, dans la vie publique, dans la vie extérieure. Mais sinon, je fais pas d'effort particulier pour gérer quoi que ce soit. Et puis, je pense que c'est dans ma nature de le faire comme ça. Et du coup, quelle est la prochaine étape? Ou est-ce qu'il y a une prochaine étape où le but, c'est justement de garder on sent un équilibre dans ce que tu dis. D'ailleurs, c'était la racine de la première décision que tu as prise. C'était de continuer à être chercheur, mais d'équilibrer les deux jobs et le rôle de papa. Aujourd'hui, c'est ça le but? Ou est-ce qu'il y a, là, tu sors un deuxième livre, tu fais des conférences? Où est-ce que tu vois les choses aller? Quels seraient tes prochains objectifs? Je pense que l'équilibre est pas trop mal. Il est penché plus sur le côté vulgarisateur, communicateur scientifique de plus en plus d'ailleurs. Donc on n'est plus à 50-50. Hein. Pendant un moment, j'étais à 50-50 sur les deux boulots. Là, maintenant, en tant que chercheur, je vais surtout imaginer des projets et encadrer des doctorants qui les font. Mais ça va me prendre, disons, un tiers de mon temps. Et enseigner aussi. Ça va me prendre, disons, un tiers de mon temps. Enseigner, c'est marrant parce que c'est vraiment un mi-chemin entre les deux activités. Et les 2 tiers du temps qui reste, ça va être faire des vidéos, etc. Où est-ce que ça va? Je trouve que l'équilibre est pas trop mal. C'est un système, tu sais, où en fait, il faut toujours garder la même vitesse pour ne pas reculer. Je pense que ça s'appelle le dilemme, le paradoxe de la reine rouge, quelque chose comme ça. Qu'on laisse celui-là, tu peux nous le raconter? Ce terme vient d'Alice au Pays des Merveilles, où Alice au Pays des Merveilles rencontre une reine, tu sais, c'est les reines des jeux de cartes, t'en avais un dans la main tout à l'heure, et elle arrive dans un monde assez bizarre, un monde où il faut courir pour rester sur place. Et en fait, c'est une métaphore du monde de l'entreprise ou du monde compétitif d'une manière générale, même de l'évolution des espèces, même d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux garder ton statut, ton avantage ou ta position vis-à-vis des autres, si elle est agréable, tu peux pas juste arrêter en disant ok, maintenant j'ai une bonne position, j'arrête. En fait, il faut en permanence toujours en refaire et même accélérer un petit peu pour garder une sorte de visibilité sur YouTube ou d'avantage vis-à-vis de tes compétiteurs, etc. Je crois que ça s'appelle, on va le vérifier, j'invite les gens à vérifier ça, taper Reine Rouge, Paradoxe, biais, dilemme, un truc comme ça. Ouais, rien n'est jamais acquis et surtout dans les vidéos, dans les audiences, il y a une course à l'armement, dans les méthodes de production, dans l'attention, le combat pour l'attention sur les médias est
C'est ça. Impitoyable. Exactement. C'est vrai pour la pub télé, la pub radio. Si tu arrêtes la pub télé, tu vas te retrouver avec ton concurrent qui prend des parts de marché. Donc, ça te rapporte pas plus de continuer la pub. Ça t'empêche de perdre. Et les entrepreneurs qu'on accompagne ou les gens qu'on accueille ici nous disent la même chose. Oui, prendre des vacances, c'est sympa. Mais si j'arrête de poster sur YouTube, je vais perdre mes abonnés, je vais perdre mon reach. Et donc, c'est effectivement une très, très belle métaphore. Pour ne pas perdre en statut social, je dois continuer à courir. C'est plus joli que l'expression anglaise, la rat race, la course de rat, où t'es dans ton petit trou là et t'avances pas. Est-ce que ça s'appelle la reine rouge? Ouais, hypothèse de la reine rouge. Et là, tu nous as dit comment faire du surplace, mais tu me disais juste avant l'émission, tu nous confiais comment on s'intéresse aux racines du succès, que la science dit des choses sur comment le succès émerge. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, exactement. Ce sont. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un domaine tellement vaste. Les premières études sont faites au milieu des années 2000 avec l'émergence d'Internet et où on voit des effets de buzz et on se demande si les choses qui ont buzzé sont vraiment mieux que les autres parce que des fois c'est un peu nul. Il y a plus de chats en général. Les racines du succès, c'est donc un chat. C'est ça, avoir un chat. Et il y a une expérience vraiment fantastique, probablement mon expérience préférée de toute la bibliographie que j'ai ici. Ouais, c'est quand même un scoop là. C'est un scoop, exactement, qui a été conduite par un chercheur qui est mon chouchou chercheur, qui s'appelle Duncan Watts, qui ne me connaît probablement que de nom, de loin, mais moi je l'adore. Il s'appelle Duncan Watts et donc il fait cette expérience où en fait il va créer un marché. Je l'ai reproduite en vidéo d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus. Il crée un marché culturel avec des morceaux de musique qu'il a composés, enfin pas lui, mais qui ont été composés exprès pour l'expérience. Donc il y a une quarantaine de morceaux de musique et il les met sur un site web et il invite des gens, des milliers de gens, à venir écouter et évaluer ces morceaux de musique pour dire quel était le meilleur, quoi. Donc il y a une sorte de classement qui va émerger, donc les gens écoutent les morceaux, ils mettent des étoiles, ils commentent, etc. Et puis comme ça, à la fin, on va voir quel était le meilleur de ces 40 morceaux de musique. Sauf que là où c'est génial, c'est que Duncan Watts, il n'a pas créé un site comme ça. Il en a créé 20. Avec exactement les mêmes morceaux de musique et il les a mis en ligne exactement en même temps et les gens qui ont été invités à venir participer, donc des milliers et des milliers de personnes, sont redirigés aléatoirement vers un des sites. Donc en fait, il ne voit qu'un monde possible. Et en fait, c'est comme s'il avait créé des mondes parallèles sur un marché culturel où en fait tous les mondes arrivent en même temps. Et on va regarder si à la fin de cette expérience, en fait le résultat est le même et comment les dynamiques ont évolué et est-ce que qu'est-ce qui s'est passé. Et le résultat, c'est que à la fin de l'expérience, le morceau qui a le plus de succès, le morceau qui a buzzé, il est différent d'un monde à l'autre. Voilà. Ça veut dire que tu nous expliques là que le succès, c'est de la chance. C'est ça que tu dis. Alors, ça, c'est le premier élément. Mais souvent, c'est plus compliqué que ça, mais ça, c'est le premier élément, effectivement. On réplique les chercheurs, on réplique cette expérience maintes et maintes fois. On se rend compte qu'effectivement, il y a une grande imprédictabilité sur qui va être la Macarena ou le Gangnam Style de chaque monde. Et on se rend compte que, en fait, tous les résultats ne sont pas équiprobables. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont bien nuls, et eux, ils finissent jamais en tête. Et il y a des morceaux qui sont même bien sympas, et eux, ils finissent jamais tout en bas. Okay. Donc il y a une tendance de fond, un peu floue, où il y a une sorte quand même de classement par « ok, c'est suffisamment bien » ou c'est un peu nul. Mais ce classement, il est très très brouillé par des effets aléatoires. Les effets aléatoires étant juste des effets d'amplification, hein. C'est-à-dire que les premières personnes qui arrivent sur le site, ils disent « Ah, mais ce morceau, il est trop cool, 5 étoiles, etc. » Le suivant, il arrive, il va pas tout prendre dans l'ordre au hasard. Il regarde le 5 étoiles, il se dit « Ah, si quelqu'un a bien aimé, je vais l'écouter. » Et déjà, il est biaisé avant même de commencer l'écoute, hein. Il se dit « Je vais écouter un truc bien, là. » Il met play, il dit « Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, 5 étoiles. » Et en fait, ça va renforcer les tout premiers points de départ qui sont lancés. Okay. Le principe de base de la viralité, quoi. Ouais. La reconnaissance des pairs me biaise cognitivement. Exactement. Et un peu plus tard, il y a un autre chercheur qui s'appelle Barabasi, il a écrit un livre d'ailleurs sur le sujet, lui qui s'est lancé corps et âme dans le sujet du succès. Son livre s'appelle The Formula, la formule, parce qu'en fait, il retrouve une formule derrière. Et en fait, il étudie le succès des chercheurs, le succès des artistes, le succès des entrepreneurs, et il récupère plein de données. Et il se rend compte qu'il y a effectivement cette dualité entre la chance et le talent. Parce que là c'est du succès individuel, c'est pas sur un morceau de musique, qu'il y a une énorme dépendance au réseau
C'est-à-dire qu'un artiste, par exemple, sachant que l'art, intrinsèquement, c'est subjectif. Une œuvre d'art, c'est vraiment, ça va dépendre de si les autres l'aiment, etc., etc. Un artiste qui commence sa carrière dans un réseau de collaboration, un réseau de contacts, un réseau de connaissances qui est déjà plein de succès, en fait, cet artiste a plus de chances lui-même d'avoir du succès qu'un autre qui commence sa carrière ailleurs. Donc, il y a un univers où personne n'achète des Jeff Koons et ça vaut 3 €. Ouais, exactement. Il y aurait un univers où personne n'achète Jeff Koons. C'est l'univers où Jeff Koons aurait créé les mêmes œuvres, mais les aurait créées dans un milieu social différent. Voilà. Est-ce que ça a été reproduit aussi pour les entreprises ou c'est vraiment que les... Là, tu as fait 2 exemples, c'est 2 exemples artistiques. Est-ce que pour les choses non artistiques, c'est vrai aussi? Les entreprises moyennes, les entreprises très mauvaises, elles finissent jamais en haut, et les entreprises très bonnes finissent jamais en bas, et le reste, elle est à toi. Oui, mais il faut qu'il y ait un jugement populaire. C'est important. Là, on parle vraiment d'une dynamique collective de gens qui vont juger. Donc Apple, par exemple, c'est bien. C'est B2C, c'est populaire, il y a un jugement collectif. Voilà, c'est ça. Et si le succès, et en général c'est le cas, est un peu dépendant d'une forme de jugement populaire, alors on va avoir cette tendance-là. Les Labubu, par exemple, c'est pas certain que c'était obligatoire, quoi. Les Labubu, les POG, pour ceux qui sont un peu plus vieux, les Tamagotchi. Ouais, les Tamagotchi, ouais. Les Labubu, je me suis dit, il y a pas beaucoup de gens qui vont connaître parce que c'est quand même, il faut avoir On s'adresse à tout public ici. Il faut avoir des jeunes enfants pour savoir de quoi il s'agit. Ça me rappelle beaucoup le poker, Nico, je sais pas toi, mais on peut mal jouer et gagner, on peut bien jouer et perdre, mais pas aussi souvent. La plupart du temps, si tu gagnes, c'est que tu as bien joué, mais pas à chaque fois. Et c'est ça, on est dans un monde incertain et donc on peut pas complètement faire action-réaction. Il y aura forcément une part, mais il y a quand même une valeur attendue. Chaque chanson peut avoir une valeur moyenne que vous pouvez calculer, j'imagine, à travers les 1000 univers. Mais là, le succès est rarement garanti. Et puis aussi, si tu dis... Après, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a des biais qui sont, par exemple, des biais de reconnaissance des premiers, mais qui sont là, et ben ça se travaille en viralité. Donc, comment avoir... aujourd'hui, on voit les pods sur LinkedIn où tout le monde s'invite pour aller liker les commentaires tout de suite dans la première heure pour que l'algorithme nous aime. Tout ça, en fait, c'est une façon en fait, de reverse engineer, de retourner la recherche et l'algorithme contre lui-même. Mais ça va dépendre de ton algorithme, qui est lui aussi parfois évolutif. Tu sais, les premiers algorithmes sur YouTube, les premiers algorithmes de recommandation. Alors, on est obligé d'avoir un algorithme de recommandation quand on a une plateforme comme YouTube ou LinkedIn. Sinon, les gens arrivent et ils sont noyés dans des trucs pourris, parce qu'il y a beaucoup de trucs pourris, j'imagine la grande majorité. Donc, il faut bien qu'on montre aux usagers, ça c'est intéressant, ça l'est un peu moins, et puis tout ce qui est en bas là, c'est juste poubelle, vous pouvez l'ignorer. Donc on est obligé d'en avoir un. Et les premiers algorithmes de recommandation sur YouTube, ils étaient juste basés sur le clic. Où on se disait, les concepteurs se sont dit, si les gens cliquent plus souvent, on va le montrer plus souvent aux gens parce que ça doit être plus intéressant. Sauf qu'à nouveau, comme tu dis, ça a été très vite reverse engineered, dans le sens où les utilisateurs, les vidéastes, ont compris que c'était juste basé sur le clic et que donc le fond, dans le fond, on s'en fiche. Et ça a créé les premiers mouvements clickbait où en fait tu vas avoir un titre sensationnel avec un grand mystère et une photo d'une image de vidéo complètement sensationnaliste aussi. Et les gens cliquent, la vidéo est complètement vide, mais elle est recommandée, donc elle fait un max de vues, etc. Ils ont changé ça après. Aujourd'hui, l'algorithme est secret. On a compris qu'il était en partie basé sur l'engagement, donc le fait de générer des visions longues et des commentaires. Mais exactement l'algorithme, on ne sait pas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous la regardez en vidéo sur YouTube. Abonnez-vous. Et à la fin, il y aura une surprise. À la fin, il y aura une surprise. On s'en approche. D'ailleurs, offert par Pedro. Est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant de l'avenir et de ton livre, puisque c'est sur ça que tu es concentré en ce moment. A-t-on besoin d'un chef? J'imagine que ça pose la question de est-ce que l'intelligence collective pourrait suffire? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Finalement, ça résume un petit peu beaucoup de choses qu'on a dit déjà pendant l'interview, dans le sens où ces fameuses recherches qu'on fait, où en fait on crée des méthodes d'intelligence collective, où on va dire on peut voter en donnant son degré de confiance, on peut discuter puis voter, tout ça c'est des méthodes un peu différentes, et puis en fait en fonction de ce qu'on veut faire, on peut faire un brainstorming, etc.
Et en fait, le message principal de la science, c'est que quelle est la meilleure méthode? En fait, ça dépend ce que vous essayez de faire. Okay, dans certains cas, c'est celle-là, puis dans d'autres cas, c'est celle-là. Puis on a une sorte de répertoire comme ça de correspondance entre le type de problème et la méthode qu'il faut utiliser. C'est ça que j'essaye d'emmener. Et ce qui est assez marrant, c'est que nous, quand on fait des expériences en labo, typiquement, on prend des participants qui connaissent rien de notre sujet, on les met ensemble dans une pièce, on leur donne un des problèmes qu'on a testés et on leur dit débrouillez-vous pour le résoudre le plus efficacement possible. Et on se rend compte que spontanément, les gens ne vont pas utiliser les méthodes qui marchent le mieux. Spontanément, les gens vont faire un truc assez finalement intuitif, mais étonnant dans l'esprit d'un chercheur, c'est qu'au lieu de s'auto-organiser d'une façon ou d'une autre, ou de trouver une méthode, ils vont se centraliser. Très très vite. Vous mettez des gens, un grand nombre, 10 personnes ou 5 même, ou 100, dans une pièce face à un problème. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main. Et les autres vont l'accepter inconsciemment comme étant une sorte de chef. D'accord? Et en fait, vous allez voir votre groupe qui va se centraliser. C'est très culturel finalement. C'est un biais qui est présent dans tous les groupes qu'on a testés. Vous les mettez face à un problème. On a bien testé aussi en entreprise. Ouais, voilà. Nos jeux d'idéation, de collaboration, c'est... Après un petit peu de tâtonnement, de brouhaha, etc. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit bon allez hop, stop, taisez-vous. Voilà comment on va faire. Toi, surtout quand tu leur mets une pression de temps. Surtout quand on leur met une pression de temps, absolument. Et en fait, alors que nous, on développe au labo plein de méthodes différentes en fait, où en fait non, vous pouvez travailler de manière décentralisée, de manière auto-organisée. Il faut juste trouver la bonne méthode, mais spontanément, les gens l'ont pas. Culturellement, il y a un truc autour du chef. En tout cas, chez les participants qu'on a testés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut créer un leader dans un groupe de non-leaders si tu fais des tournois de gens qui ne prennent jamais le lead, tu les remets entre eux, il y en a un qui prend le lead, puis tu remets ceux qui n'ont pas participé. À la fin, tu as toujours un leader, même dans des groupes d'introvertis qui veulent se cacher derrière le leader? Alors, on l'a pas fait comme ça, donc je peux juste essayer de deviner ce que ça donnerait. À mon avis, oui. À mon avis, oui, parce que ce que je vois, c'est que c'est très systématique comme approche. Ce qu'on a fait comme expérience, c'est qu'on a laissé le leader apparaître, on l'a enlevé, et un autre prend sa place. On enlève le deuxième, un troisième prend sa place. Voilà. On s'est arrêté là dans nos expériences. On n'a pas été exprès composer des groupes de gens qui sont tous hyper timides, introvertis, qui regardent en bas pour voir s'il n'y en a pas un qui va relever un peu les yeux. Et c'est vrai, dans un groupe de leaders, si tu les fais tournoyer entre eux, il y a toujours un max leader, un alpha suprême. Alors ça, c'est typiquement les groupes qui fonctionnent le moins bien. Intéressant. Les groupes qui fonctionnent le moins bien, on fait pas mal d'études où on va prendre des groupes existants. Il y a une étude qui existe avec les équipes de vente où en fait on regarde qui est le leader informel en fait dans cette équipe de vente, qui va diriger un petit peu les autres, etc. en traçant des réseaux d'influence. Et on se rend compte qu'il y a toujours une personne qui est un petit peu dirigiste. Et les groupes marchent bien, hein, ça marche bien quand on est centralisé, c'est pas un problème en soi. Mais il y a certains groupes qu'on teste où on voit qu'il y a plusieurs sous-leaders qui vont émerger. Et ces groupes-là, en général, ils sont pas hyper efficaces. Parce que, en fait, ils vont se perdre un petit peu dans une sorte de conflit d'autorité. Oui, les gens veulent tous être le chef alors qu'en fait, c'est moi, quoi. Exactement. Donc voilà. Et en fait, c'est cette idée où je me dis, mais en fait, les amis, il y a des façons de faire pour travailler efficacement en groupe. On n'a pas besoin d'un chef tout le temps. Et je vais vous expliquer ça dans le livre. Ce qui m'embête un peu, c'est que et bon, finalement, je peux rien y faire, hein, c'est paradoxal, mais c'est que en fait, toutes ces méthodes d'intelligence collective, elles fonctionnent, mais en fait seulement si tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que dans un groupe de 10 personnes, s'il y en a, disons, un qui a lu mon livre et qui dit « Attendez, je sais », et que les autres lui disent « Non, mais attends, c'est moi le chef, tais-toi », et blablabla, en fait, ça va pas marcher. Et en fait, il y a un côté où c'est des techniques qui marchent, mais elles marchent seulement si tout le monde partage le même savoir. C'est la démocratie, en fait. Si un dictateur qui vient, il est potentiellement capable de tout secouer. Il y a un peu de ça, effectivement. Et donc c'est un truc où c'est difficile à mettre en place, en fait. Parce qu'il suffit pas juste d'avoir un représentant intelligence collective. Il faut une culture intelligence collective. Super intéressant. J'espère qu'on aura quelques clés dans le livre parce que nous, c'est un de nos grands combats avec Pedro d'amener cette intelligence collective aux entreprises et d'amener cette fluidité qui est très agréable quand tout le monde peut prendre des décisions et cette sérénité aussi pour les dirigeants qui n'ont pas besoin de tout contrôler. C'est très fatigant de tout contrôler en plus de ne pas être optimisé. Je sais. Alors pour conclure, on va essayer de se focaliser vers le futur. On disait, c'est quoi ta vie rêvée dans 5 ans? Full YouTuber, là tu es à 66-33, tu disais tout à l'heure. Ouais, à peu près. Écoute, je n'ai pas vraiment de trajectoire rêvée. C'est-à-dire que je trouve que mon équilibre, il est sympa là.
Je trouve que mon équilibre est sympa. J'aimerais bien faire plus de grands projets de communication. Il y a quelques temps, j'avais une exposition à la Cité des Sciences, par exemple, l'exposition Full à la Cité des Sciences à Paris, qui est en itinérance d'ailleurs en ce moment. Et ça, c'est un gros projet qui a pris du temps. Mais à la fin, j'étais vraiment fier du truc parce que c'est une grosse expo, c'était sur 900 mètres carrés avec plein de choses et tout. Et j'étais vraiment content du truc et les gens en profitaient et tout. J'aimerais bien des gros projets comme ça, sans que ça me mange trop sur mon temps perso, mais j'aimerais bien des trucs un peu gros. Voilà, en plus. À tous nos auditeurs qui font des choses grosses, voilà, Fulloscopy, c'est pour vous. Exactement. Mais sinon l'équilibre que j'ai en ce moment, il est assez bien. J'aime bien travailler chez moi. J'aime bien gérer mon temps tout seul. Je fais une vidéo tous les 2 mois à peu près, ce qui suffit à maintenir un petit flux. Et puis, je gère mes étudiants par ailleurs et il me reste un petit peu de temps pour mes conférences et mes projets perso. Et bien, pour conclure, puisque ton travail est de transmettre et de vulgariser, qu'est-ce que tu espères laisser comme trace? Mais c'est sûr qu'on laisse des traces, surtout maintenant en numérique. J'avais cette réflexion la dernière fois vis-à-vis des gens qui habitaient, de nos parents ou de nos grands-parents, où en fait ils sont pas très nombreux à avoir laissé une trace. Il y en a beaucoup qui disparaissent, littéralement. Nous, on laisse plein de traces. Hein. Je me demandais l'autre jour combien de temps les vidéos Fulloscopy seraient en ligne dans un siècle, tu vois, ou dans 2 siècles. Bien après ma mort, est-ce qu'il y aura toujours des vidéos Fulloscopy ou les livres? Les livres probablement, parce qu'il doit bien rester un petit extrait quelque part. Il y a peut-être du hasard aussi là-dedans. Est-ce que ton domaine de recherche va devenir hyper mainstream ou pas du tout dans le futur? C'est difficile aussi. C'est difficile, mais quel que soit l'avenir, il y aura toujours une trace qui restera quelque part sur YouTube et peut-être un futur homme bionique en 2560 qui va taper, ou pas taper d'ailleurs, qui va penser Fulloscopy et puis qui va retrouver une vidéo de l'époque avec ma tête qui apparaît. Je sais pas, peut-être. C'est ça, voilà, c'est la trace que je voudrais laisser. Est-ce que tu as un message à adresser à des gens qui voudraient se lancer dans la vulgarisation scientifique ou un conseil? Ah, c'est difficile. C'est difficile parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une grande part de chance. Parce qu'en fait, la vulgarisation scientifique, c'est un truc dont le succès dépend des autres. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'être bon. Il faut aussi qu'on soit vu et reconnu. Donc, c'est un peu difficile. Si je tiens compte de la science actuelle sur le sujet, ce serait trop hasardeux d'y aller juste comme ça, de faire une vidéo, de la mettre sur YouTube et de regarder le nombre de vues qui monte ou pas. Il se peut que rien ne se passe. Je dirais qu'il faut mettre des chats. Mettre des chats ou faire du clickbait, mais plus sympa, je dirais faire un super produit et se mettre dans un contexte social entouré de gens qui ont réussi dans la vulgarisation scientifique. S'entourer avoir un ami qui c'est par exemple sur YouTube, qui aurait beaucoup d'abonnés ou qui aurait déjà écrit des livres ou ce genre de choses. Et ben en fait, on peut bénéficier de son aura indirectement. Mais en fait, oui, sinon c'est de la chance et c'est difficile. Même avec du talent, ça peut ne pas suffire. Eh ben, c'est un super conseil de fin. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup aussi. J'étais très content d'être là. J'ai encore 600 000 questions, mais on est à la fin du temps. Donc, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Merci Pedro. Et puis merci Nicolas aussi. Merci d'avoir partagé avec nous et à la prochaine.